Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 3 juillet 2022 la journée internationale sans sac plastique. Instaurée en 2010, cette journée a pour but de sensibiliser sur les problèmes qu'engendrent les sachets plastiques. À suivre dans cette édition, la déclaration du gouvernement enregistrée dans le cadre de cette commémoration. La nouvelle reine de beauté ivoirienne est connue depuis hier. Son nom, Marlène Kouassi, élue Miss Côte d'Ivoire 2022 au terme du concours national de beauté. Elle succède ainsi à Olivia Yassé, devenue Miss Africa après sa participation au concours Miss Monde au mois de mars dernier. L'armée émotion était au rendez-vous hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Les visites du pape François annoncées en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud ne pourront avoir lieu pour des raisons de santé, des douleurs aux genoux. Il a cependant envoyé son secrétaire d'État dans les deux pays. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Voici 10 ans que le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire existe. Cet outil se donne pour objectif de renforcer la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Initié par le chef de l'État Alassane Ouattara, cet outil de promotion du genre offre également des formations afin de renforcer les compétences des femmes en vue d'en faire des leaders. Et ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous ferons un tour d'horizon de ce en quoi a consisté l'action de ce compendium ces 10 dernières années dans l'amélioration des conditions de la femme. Et ces questions, mesdames et messieurs, nous les aborderons avec Madame Efrazi Yao, ex-ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant et titulaire de Chaire UNESCO en Côte d'Ivoire, coordonnatrice de ce programme. Madame Efrazi Yao, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci, monsieur Guy. Alors donc avec vous, nous aborderons le sujet à l'ordre du jour, mais ce sera dans une demi-heure. Mais avant, eh bien, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, en provenance de la France, est arrivé hier samedi 2 juillet 2022 à Accra, au Ghana, où il prend la part ce dimanche 3 juillet au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Ils procéderont enfin à l'élection du président de leur conférence et à la désignation du nouveau président de la commission de la CEDEAO pour 2022-2025. Et la CEDEAO qui avait d'ailleurs remis à ce 3 juillet les décisions liées aux sanctions à lever ou à prendre pour le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Ce sommet de la CEDEAO qui s'ouvre donc ce dimanche à Accra pourrait être perçu comme décisif pour la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, bien sûr, le Burkina Faso qui sont en effet sous la menace d'éventuelles sanctions économiques. La transition de 3 années qu'ils proposent avant le retour de leur constitutionnel étant jugée trop longue par les chefs d'État de la sous-région. On poursuit justement l'actualité de cette édition pour parler également de cet anniversaire, la commémoration du 246e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique qui a été donc commémoré ici à Abidjan. La cérémonie de commémoration s'est tenue dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Richard Bell, occasion pour le diplomate américain de saluer l'excellence de la coopération qui existe entre son pays et la Côte d'Ivoire. Reportage. Les 246 ans d'existence des États-Unis célébrés en présence du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, accompagné de hautes personnalités ivoiriennes. Cette occasion permet à l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, de féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire pour l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le gouvernement américain partage la conviction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que c'est le secteur privé qui doit être le moteur de la croissance économique, l'État jouant un rôle clé de facilitateur. En effet, il s'agit de créer le climat des affaires le plus propice possible afin d'attirer les investisseurs potentiels, car n'oublions jamais qu'ils ont le choix. À cet égard, lors de l'importante visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Achi à Washington en mars, la Chambre de commerce des États-Unis a lancé officiellement la publication d'un guide économique de la Côte d'Ivoire destiné aux gens d'affaires et aux investisseurs. Et la Chambre de commerce AmCham est toujours là pour aider. Se prononçant sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis a encouragé le gouvernement et l'opposition à continuer
le dialogue pour la stabilité du pays. En démontrant de part et d'autre qu'en dépit des rivalités, l'on peut se faire confiance réciproquement dans l'intérêt supérieur de la nation. La stabilité qui en découle donne les plus fortes chances d'attirer les investissements si nécessaires à la croissance. Et cette stabilité permet un changement historique. L'année 2022 marque aussi les 60 ans de la visite du président Félix Houphouët-Boigny aux États-Unis. Il s'était rendu dans ce pays dans le cadre des relations bilatérales. Et à l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 3 juillet la journée internationale sans sac plastique. Instaurée en 2010, cette journée a pour but de sensibiliser sur les problèmes qu'engendrent les sachets plastiques. Les sachets plastiques contribuent à la dégradation des sols, la pollution des eaux et peuvent provoquer également diverses pathologies, assure le message du gouvernement enregistré dans le cadre de la célébration de cette journée. Khalil Diomandé, Sephora Zeki. En Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits chaque année. Et les conséquences négatives de leur utilisation sur l'environnement et la santé ne font plus l'objet de doutes. Pour une utilisation d'à peine quelques minutes, un sachet plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Résultat, altération de la qualité des sols, enlaidissement des espaces verts et pollution des eaux. Devant cette situation catastrophique, il est impérieux de réduire l'utilisation des sachets plastiques ou de contrôler leur utilisation afin de préserver la qualité de notre environnement et de notre santé. Il nous faut explorer ensemble des alternatives durables en repensant notre utilisation du plastique. À travers la mise en vigueur du décret 2013-327 du 22 mai 2013, l'État de Côte d'Ivoire s'est résolument engagé dans la lutte contre la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Le décret vise ainsi à offrir à notre pays un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. L'enjeu pour notre pays dans cette dynamique est la quête quotidienne de propriété afin de disposer d'un environnement et d'un cadre de vie sain pour le bien-être de nos populations. Ensemble, combattons le fléau des sachets plastiques car notre environnement le demande, notre santé en dépend et nos enfants le méritent. Aujourd'hui, et plus que jamais, il convient à tous de s'inscrire dans la lutte contre la consommation des sacs plastiques et en substitution de promouvoir les sacs biodégradables et leur réutilisation pour une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Sélectionné pour être formé dans la filière de l'électroménager un an après une signature de convention entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et une structure algérienne spécialisée dans l'électroménager. 20 étudiants ont été reçus par le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou. Il leur a demandé d'être des modèles, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le pays qui les accueille. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Ils sont au nombre de 20 étudiants, dont 3 filles et 17 garçons retenus lors d'un entretien. Ces jeunes sélectionnés sur un effectif de 107 candidats vont bénéficier d'une formation en Algérie dans le domaine de l'électroménager. Cette formation est le fruit de la convention signée entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et une structure leader dans le domaine de l'électroménager. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Nous disons merci au président de la République qui fait main et pieds pour la jeunesse ivoirienne. Voilà, nous partons pour la toute première promotion. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc au retour de cette formation, nous allons encore être insérés. Le ministre Mamadou Touré félicite les jeunes retenus. Il les a exhortés à demeurer des étudiants modèles et à faire preuve de responsabilité, de civisme et de citoyenneté. C'est la mise en œuvre donc, de la politique de formation et insertion donc, du gouvernement ivoirien. Et donc j'ai souhaité que ces jeunes soient nos ambassadeurs et qu'ils soient vraiment des étudiants modèles et qu'ils saisissent l'opportunité que le gouvernement ivoirien, en partenariat avec l'Algérie, à travers donc, la structure Condor, leur offre et qui donne la meilleure image de ce que peut être un jeune ivoirien. Et je souhaite aussi que ces formations soient suivies de façon très assidue et que de par cette expérience, d'autres jeunes ivoiriens
puisque c'est une convention qui va donc dans son application s'étaler dans le temps. Après ces 20 jeunes, on a encore d'autres jeunes Ivoiriens qui auront la possibilité d'aller se former à l'extérieur. Ces initiatives traduisent la politique du gouvernement qui vise à faciliter l'insertion des jeunes. Les 20 étudiants ont reçu des mains du ministre les documents de voyage composés du billet d'avion et la lettre de recommandation. Le départ est prévu pour le mois de juillet 2022. Tout autre chose, à présent, l'autorité nationale de la presse et l'université Alassane Ouattara de Bouaké ont signé à Abidjan un accord de partenariat. Cette convention vise à faciliter l'insertion professionnelle, la formation des étudiants et la recherche scientifique dans le domaine des médias. Reportage. Accord historique à la salle de conférence Eugène Djekakou de l'ANP Sisa Kokodi. Les présidents Kwaku Kofi de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et Samba Kone de l'autorité nationale de la presse ANP finalisent leur partenariat. Une initiative pour renforcer le programme pédagogique dispensé, publier des travaux d'études sur la presse et recruter des étudiants. Cette convention entre l'UAO et l'ANP se veut un cadre fédérateur de formation, de collaboration et de promotion. L'intérêt de cette approche réside dans le fait qu'elle permet à l'ANP de participer à l'insertion, à l'intervention pédagogique dans ces domaines de compétences, de mieux faire connaître l'activité de régulation de la presse ainsi que l'environnement de la presse. Pour notre institution, cette convention nous donne l'opportunité de bénéficier de l'accompagnement technique, scientifique, professionnel de l'ANP. Cette convention est pilotée par un comité de suivi et d'évaluation afin de gérer les actions à mener. Ce partenariat entre l'autorité nationale de la presse et l'université Alassane Ouattara de Bouaké a une durée de 3 ans. Le gouvernement répond favorablement à un plaidoyer formulé par des opérateurs économiques privés. Ceux-ci demandent de meilleures conditions d'encadrement du secteur privé. C'était à la faveur de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs acteurs du secteur privé qui s'est tenue au plan national. Et 84 d'entre eux ont pu décrocher le prix d'excellence au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. 12 autres se sont également bien distingués. Ils ont reçu leur trophée des mains du ministre Souleymane Diarra-Souba, Lansile Bakayoko. Malgré la pandémie, la Côte d'Ivoire a maintenu une croissance positive à 2%, largement au-dessus de la moyenne mondiale. Cette performance dénote d'une meilleure gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, mais repose aussi sur la résilience du secteur privé. C'est ce secteur privé qui est honoré à travers ses 12 lauréats du prix de l'excellence, qui sollicite aussi un accompagnement plus poussé. Tout en reconnaissant les efforts consentis par l'État en notre faveur, nous souhaiterions appeler votre attention sur nos difficultés en matière d'accès au financement, de garantie aux organismes financiers, de soutien à l'exportation, d'aménagement d'espaces appropriés pour les artisans, souvent déguerpis des lieux qu'ils occupent. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, très attentif aux questions liées à la promotion du secteur privé, a égrené le dispositif déployé par le gouvernement afin de rendre les opérateurs économiques ivoiriens davantage compétitifs, notamment avec les PME grâce à son assistance allant de l'amorçage à la transformation. Tout est mis en œuvre par le gouvernement ivoirien pour créer les conditions idoines nécessaires au développement et au plein épanouissement du secteur privé afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle de locomotive de la croissance économique. Les perspectives s'annoncent heureuses avec la poursuite de tous les chantiers ouverts pour rendre visibles et lisibles les secteurs du commerce, de l'industrie, des PME et de l'artisanat, véritables piliers de l'économie nationale ivoirienne. Les acteurs privés consacrés sont issus des secteurs du commerce, de l'industrie, des PME, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et de la qualité. Au cours d'un atelier de restitution qui s'est tenu à Abidjan, les acteurs de l'état civil ont fait le point des avancées enregistrées au terme d'une phase pilote portant sur l'utilisation d'un nouvel outil de collecte de données, un logiciel de gestion, nouvelle acquisition de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la modernisation de son système d'état civil qui a servi à collecter des données dans 17 centres. Sidonie Davila nous en parle. Des faits d'état civil de plus en plus digitalisés, la machine est en marche en Côte d'Ivoire. Le logiciel a été développé sous 2 versions, une version mobile et une version site web. La version mobile permet
de capter des informations depuis les centres de santé. Solution innovante, le logiciel de gestion des actes d'état civil découle d'une réforme du gouvernement qui s'est engagé à moderniser son système d'état civil. De décembre 2021 à ce jour, la digitalisation connaît une phase pilote dans 17 centres d'état civil, 150 points de collecte sanitaire, 8 régions du pays, ainsi que dans quelques consulats et ambassades. De nombreux acquis sont enregistrés. Il y a une célérité au niveau de la déclaration. Nos parents qui ne sont plus obligés de venir jusqu'au centre d'état civil, l'état civil étant proche d'eux à travers donc, la présence des sages-femmes, quand il y a une déclaration, quand un acte est validé, automatiquement l'enfant a un numéro national d'identification qui est un numéro qui va le suivre jusqu'à la mort. Ce numéro intervient donc sur les actes et ce numéro permet d'identifier la personne. Et l'autre fait important, c'est la disponibilité des statistiques à temps réel. Nous avons au niveau des naissances 19 274 naissances que nous avons pu capter au travers du système pour essayer de faire un comparatif quant aux données qui sont rentrées dans les différents systèmes. Nous avons 6 073 comme élément de différence. Le challenge qui est en arrière-plan, c'est que nous puissions parvenir justement à produire les actes pour l'ensemble des informations qui rentrent dans le système. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, qui pilote toute l'opération d'identification, prévoit dans les mois à venir un déploiement national de cette solution digitale. Un reportage signé Sidonie Davila, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Belmondo Dogo était dans certaines localités de la région du Bunkani pour l'installation de comités locaux chargés du ciblage des nouveaux ménages éligibles au programme des filets sociaux. Ces comités auront pour mission de faire la présélection des ménages fragiles éligibles au programme des filets sociaux avant le travail d'enquête des services compétents. Au cours de cette cérémonie, elle a fait un important don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux populations de Togo dans le département de Téini, dans la région du Bunkani. Herman Niania. Voici le comité local chargé du ciblage de nouveaux ménages éligibles au programme des filets sociaux à Toubo, une sous-préfecture du département de Téini, dans la région du Bunkani. Installé ce jour par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ce comité composé des autorités préfectorales et des leaders communautaires est chargé dans un premier temps de faire la présélection des ménages fragiles éligibles au programme des filets sociaux avant le travail d'enquête des services compétents. Les filets sociaux, j'aime à le dire, sont pour les personnes et les ménages qui n'ont rien. Donc il faudrait que nous soyons clairs, ce n'est ni pour les fonctionnaires, ni pour les personnes en activité, c'est pour les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a donc demandé aux membres du comité de faire preuve de transparence dans le processus d'identification des bénéficiaires du programme. Le président du conseil régional du Gontogo s'est réjoui de cette initiative du gouvernement qui va aider les couches défavorisées. Quand vous venez nous aider en réduisant la pauvreté comme ça, vous participez à travailler un peu pour la faire. Merci beaucoup. Au cours de cette cérémonie, 21 jeunes de la sous-préfecture de Toubo ont reçu des mains de la ministre Belmondo Dogo, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, un chèque de 250 000 francs CFA chacun en vue de les aider à réaliser des activités génératrices de revenus. Cette remise de chèques s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'insertion des jeunes de la zone frontalière nord, lancé en janvier 2022. Depuis il y a longtemps, je travaille, mais il n'y en avait pas assez de moyens. Mais avec ces sommes, je vais pouvoir me renforcer un peu. Pour aider les populations locales à contenir le flux de réfugiés venus du Burkina Faso, la ministre Belmondo Dogo a procédé à un important don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Le lendemain, à Assoum 1 et 2, dans la commune de Bouna, Belmondo Dogo a rendu visite aux bénéficiaires du programme social du gouvernement. C'est une ministre heureuse de voir que les bénéficiaires des fonds l'ont utilisé à bon escient. Et nous avons sur instruction du Premier ministre d'étendre les AVEC. Nous en avons 311 en Côte d'Ivoire à partir des filets sociaux. Nous avons sur instruction du Premier ministre d'avoir 800 AVEC d'ici à fin 2022. Il faut souligner que depuis 3 ans,
Plusieurs villages de la région du Bounoukani avaient été déjà retenus pour l'identification des ménages en situation d'extrême pauvreté pour bénéficier du programme des filets sociaux. Les femmes de la ville de Soubré viennent de bénéficier d'une formation qui devrait contribuer à leur autonomisation financière, une formation qui leur a permis d'apprendre à transformer leur activité informelle en micro-entreprise, une façon pour le maire de la ville, Traoré Lassina, de leur démontrer qu'elles demeurent au centre de ses priorités. Elles ont également bénéficié des conseils de Arlette Badoum-Guessan, secrétaire générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Reportage Godefroy Kamawa. Les femmes de Soubré sont connues pour leur courage. Très actives dans les cultures vivrières, certaines d'entre elles se font remarquer dans la production de l'EVA, du cacao et du palmier à huile. Sans oublier ces femmes qui ravitaillent les marchés au quotidien. Le hic, la majorité de ces activités sont dans l'informel. Le maire de Soubré, soucieux de faire de ces femmes entreprenantes des chefs d'entreprise, leur a fait bénéficier d'une formation sur la création d'une micro-entreprise. C'est toujours avec détermination que mon équipe municipale et moi-même, nous nous engageons dans toutes les actions liées à la femme, à sa promotion, car il est nécessaire encore de rappeler le rôle éminemment important de la femme dans la famille et la société, celui de pilier, de ciment, de conseillère. À la clôture de 3 jours d'études, les femmes de Soubré ont promis au maire Traoré Lassina de saisir la pêche qui vient de leur être tendue pour formaliser leur activité et pourquoi pas en faire des entreprises florissantes si elles bénéficient de financement. Ces femmes ont reçu le soutien du secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Arlette Badoum-Guessan, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Le président de la République œuvre avec à ses côtés notre maman Dominique Ouattara pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'autonomie des femmes. On ne dit plus derrière un grand homme, on dit à côté d'un grand homme se trouve une femme pour le soutenir, l'accompagner dans la réussite. Le secrétaire général de l'IVICOSI croit que les femmes ont la capacité, comme les hommes, de réussir au niveau économique. Leur engagement ne fera qu'apporter une plus-value à l'économie ivoirienne. Voilà, toute autre chose à présent. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, offre du matériel aux instituts de formation et d'éducation féminine. Les dons essentiellement composés de machines à coudre ont été réceptionnés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Reportage de Michel Mambo. 130 machines à coudre, 87 réfrigérateurs, 87 cuisinières et plusieurs autres équipements pour l'installation de 223 auditrices sur toute l'étendue du territoire national. C'est la consistance du don de l'UNFPA aux instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, et aux plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école. C'est les dernières auditrices à bénéficier de l'appui du financement de l'UNFPA à travers Affaires mondiales Canada et par le biais de l'ONG nationale ASAPSU qui travaille d'arrache-pied pour le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. Malgré la stratégie menée par la Côte d'Ivoire pour lutter contre les violences basées sur le genre, le pays enregistrait en 2021 6040 cas pris en charge, dont 1240 cas de violences sexuelles, avec 960 cas perpétrés sur les enfants de moins de 18 ans. L'action de l'UNFPA est donc appréciée à sa juste valeur. Je voudrais, au nom de tous les bénéficiaires de la plateforme, prendre l'engagement d'utiliser de façon rationnelle et à bon escient ces équipements qui sont mis à notre disposition. Vous avez vu juste, en permettant aux filles des IFEF de bénéficier d'un stage pratique et d'équipements pour leur installation, vous vous inscrivez dans la droite ligne du programme de gouvernement du président de la République. La réforme des instituts de formation et d'éducation féminine, le renforcement des capacités des enseignants et l'appui à l'autonomisation des auditrices, cette cérémonie met un terme à une série d'actions menées par l'UNFPA depuis 2020. Des actions qui ont englouti plus d'une 50aine de millions de francs CFA.
Les militants et sympathisants RHDP de la ville de Grand-Laou ont célébré les mamans de cette ville. Ces mamans ont reçu des cadeaux en nature, mais ont également été appelées à cultiver le vivre ensemble dans la région des Grands Ponts. Lancine Bakayoko nous en parle. Vie politique d'accord, mais développement socio-économique d'abord. C'est le fond du message d'union adressé aux femmes RHDP et plus globalement aux populations de Grand-Laou par la direction du RHDP des Grands Ponts à l'occasion de cette fête des maires. Des maires qui ont soumis quelques doléances aux dirigeants du RHDP. Je plaide auprès des cadres et instances du parti pour un plan d'aide aux femmes du parti à Grand-Laou. Concrètement, nous pensons entre autres à la création d'une poissonnerie, à la commercialisation du manioc ou à la production industrielle de la ticket. Fatoumata Diarra-Souba, vice-présidente des femmes RHDP de Grand-Laou et présidente du comité d'organisation, a tenu à remercier tous les cadres du RHDP, dont le ministre Emmanuel Essis, Odette Agnero-Ewi, conseillère économique et sociale. Mais elle a également rendu hommage à tous les fils et filles de Grand-Laou, sans distinction de couleur politique, qui ont bien voulu apporter leur soutien matériel et financier pour la réussite de cette fête des mères. Cet appel à l'union sacrée et à la cohésion sociale a été amplifié par le président de la cérémonie, Serge Martial Bombo, et l'invité spécial Lazara Kassaye, tous deux cadres du RHDP. Cette rencontre conviviale s'est terminée par une distribution de cadeaux composée essentiellement de pièces de pagne de qualité prisées par les femmes. Direction d'Ivo, la mairie de la ville a tenu son conseil municipal. Au cours de ce conseil, plusieurs projets de développement ont été adoptés. Sur le plan financier, la mairie a fait un excédent budgétaire de plus d'1 milliard de francs CFA. Éric Goré nous en parle. 1,150 milliard dans les caisses de la mairie de Divo. Les conseillers municipaux, avec à leur tête le maire Amédée Kouakou, peuvent se réjouir de ce résultat obtenu par le travail acharné et des stratégies innovantes mises en place dans cette localité. Les recettes sont bien tenues, les dépenses sont maîtrisées, les investissements sont aussi maîtrisés. Et tout ça, c'est grâce donc à nos collaborateurs de la mairie de Divo que nous voulons donc féliciter et encourager pour travailler dans le bon sens. Parce que c'est l'argent du contribuable qui doit être utilisé à bon escient. Donc nous, dans cette mairie, nous travaillons beaucoup sur les problèmes de gouvernance. Et Dieu merci, tout se passe bien. Et les populations constatent toutes les évolutions, toute la transformation qui est faite au niveau de la ville avec toute cette organisation qui est mise en place. La mairie de Divo respecte également ses engagements sociaux. Nous aidons donc toutes les associations sportives, nous aidons les chefferies, vraiment on fait beaucoup de social. C'est une vision vraiment très sociale. Je pense que c'est ce que le président Alassane Ouattara nous demande. Chaque année, des élèves, des femmes, des jeunes sont pris en charge. Les têtes couronnées reçoivent également une subvention annuelle. Les événements culturels ont le soutien financier de la mairie. Et en quitte d'Ivo, pour revenir sur Abidjan, la nouvelle reine de beauté ivoirienne est connue depuis hier. Son nom, Marlène Kouassi, élue Miss Côte d'Ivoire 2022 au terme du concours national de beauté. Elle succède ainsi à Olivia Yassé, devenue Miss Africa après sa participation au concours Miss Monde au mois de mars dernier. La nouvelle reine de beauté ivoirienne entend s'investir dans la sensibilisation des personnes déscolarisées afin que celles-ci reviennent dans les canaux de la scolarisation. Issa Tcholanyeho. La couronne de Miss Côte d'Ivoire a changé de tête. Elle est désormais la propriété de Marlène Kouassi pour 1 an. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne succède à Olivia Yassé. Ainsi en ont décidé les membres du jury et le vote du public au terme du concours de beauté qui a connu son épilogue ce samedi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Cocody. Je suis vraiment très contente. Je dis un grand merci à Dieu, à mes parents et aux commissions. Et sans oublier tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis. Et je compte donner le meilleur de moi afin de faire un excellent mandat. Félicitant Olivia Yassé pour avoir tenu la dragée haute en remportant la couronne de Miss Africa. Au concours de Miss Monde, Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, s'est réjoui de l'aboutissement de cette autre édition. Ça n'a pas été facile. J'espère que celle qui vient d'être élue, elle et ses 2 dauphines feront un travail remarquable.
on compte sur elles pour nous représenter le mieux possible sur le plan national et sur le plan international. Cette 26e édition, qui a été rehaussée par la présence de Miss Monde et de plusieurs autres reines de la beauté africaine, est fortement appréciée par le public. Le niveau était très haut. On l'a apprécié, très contente parce que la Miss Marlène, elle est très belle et elle a toutes les compétences acquises pour être Miss. Quand on voit la présence de Miss Monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cela veut dire que le concours de beauté n'est pas seulement national, mais c'est international. Et je pense que Comissi a mis la barre très haute. La marraine du concours, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie par l'épouse du vice-président de la République, a offert 10 millions de francs CFA aux Miss de l'édition 2022. Voilà, et la fête fut belle. Et en sport, en basketball, l'équipe de Côte d'Ivoire poursuit son parcours sans faute. Les éléphants basketteurs ont battu les Centrafricains 73-63. C'était hier samedi au Palais des Sports de Treichville lors de la deuxième rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Nous reviendrons assurément sur cette actualité commentée donc par Oda Legbe, un élément de Arsène Kouassi dans nos prochaines éditions assurément. Comment évolue la Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le point dans un instant. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 2 juillet 2022 66 nouveaux cas de Covid-19 sur 890 échantillons prélevés, soit 7,4% de cas positifs, 56 guéris et 0 décès. À la date du 2 juillet 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 83 637 cas confirmés, dont 82 289 personnes guéries, 805 décès et 543 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 553 006. Le 1er juillet 2022, 9 434 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 876 520 doses du 1er mars 2021 au 1er juillet 2022. Et dans l'actualité internationale, les visites du pape François annoncées en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud ne pourront avoir lieu pour des raisons de santé. Des douleurs aux genoux réduisent la mobilité du pape François. Il a cependant envoyé son secrétaire d'État dans les deux pays et a tenu à enregistrer un message vidéo à destination des populations qui devaient l'accueillir. Cela pour leur exprimer ses regrets, mais aussi sa proximité. Et voici venu l'instant de votre magazine ce dimanche. Comme nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition, nos échanges avec notre invitée, Madame Euphrasie Yao, coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, en abrégé le COCOFSI ce matin. Madame Euphrasie Yao, merci donc de nous avoir rejoints sur ce plateau. 10 ans d'existence du Compendium, on va dire âge propice pour établir un bilan de votre action, ce que nous avons d'ailleurs essayé de subdiviser en plusieurs compartiments sur le plan politique. Qu'en est-il de ce bilan ? Mais vous faites bien de commencer par le plan politique, parce que les pays sont jugés surtout par la participation des femmes au plan politique. Donc ce que nous avons fait, quand on a atteint plus de 10 000 femmes, on savait qu'on avait une bonne base. Et on a formé plus de 1 000 femmes en 2016, en 6 mois seulement. Et on a fait venir des experts de la politique pour leur permettre de se faire confiance, savoir se présenter, savoir convaincre, et on les mettait en situation réelle. Et ça donnait des résultats. On a fait des plaidoyers auprès des différents chefs traditionnels. On a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour que les femmes soient là, des partis politiques, soient là où il faut pour pouvoir s'exprimer. Mais surtout, on a formé ces femmes elles-mêmes. Et ces formations ont-elles porté du fruit? Oui, ces formations, moi je vais donner quelques exemples qui nous ont vraiment épatés. En 2011, on était à 105 femmes candidates pour le Parlement. Quand on a formé les femmes en moins de 6 mois, on a eu 328 candidats. Ça veut dire que le nombre a triplé. Et en 2021, on est passé à 452. Ça veut dire simplement que si nous renforçons ces formations auprès des femmes pour qu'elles s'intéressent à la chose politique, vous savez, quand il y a trop de crises, les femmes aiment la paix. Mais il faut les intéresser parce qu'il faut qu'elles y soient. Si on continue comme ça, on va avoir des résultats énormes pour la Côte d'Ivoire. Un des résultats que j'aime bien donner, ce sont des femmes de tout niveau
qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont été intéressées par la chose politique, qui ont été formées. Et on a notre femme de niveau CP2, elle aime bien témoigner, qui a été faite députée. Avant même qu'on ait la femme ivoirienne de France, aujourd'hui on la montre partout, les femmes de ménage. Mais nous, en 2016 déjà, on avait notre députée de niveau CP2. Elle n'est pas la seule. Il y a des jeunes filles qui se sont, comment on va dire, elles ont affronté les géants politiques de la Côte d'Ivoire dans plusieurs régions. C'est ça la politique. Ces formations leur ont donc permis de prendre confiance en elles, c'est cela. Elles ont pris confiance, elles savent qu'elles peuvent. Dès que tu maîtrises la population, dès que tu as travaillé, les femmes sont compétentes. Vous avez vu, par exemple, au colloque, moi, il y a une phrase qui m'a marquée. Il y a une dame qui est venue de Norvège, une grande journaliste formée en genre et tout. Elle me dit, nous, on pense que les hommes ont la confiance en soi et les femmes ont les compétences. Ça veut dire quoi? Il nous manque la confiance en soi. Il faut qu'on insiste, et les choses vont se rétablir. Alors, dans le volet politique, on a aussi cet aspect, on va dire, un peu culturel, où on parle justement d'émancipation de la femme. Est-ce que la réalité sociale africaine ne constitue pas un frein à cet épanouissement féminin? Mais si, la réalité sociale, les normes, les stéréotypes, la vision même, la perception même qu'on a de la femme en Afrique, ça joue. C'est vrai que dans l'Antiquité, il y a même 3500 avant Jésus-Christ, on avait des femmes vraiment fortes, les Néfertiti, la reine de Saba, on avait tout ça. Mais après, il y a eu des difficultés par rapport à la colonisation, il y a eu des divisions du travail, les femmes sont dans les cultures vivrières, donc c'est pour la nourriture. Les hommes sont dans le café cacao, le coton, donc il y a une division qu'il faut rétablir. Mais ça, il faut faire des études. Il faut voir dans quelle région, quelle est la norme qui bloque. Et cette étude a été déjà faite avec l'OCDE. Et justement, de façon pratique, quels sont vos rapports avec ces gardiens de la tradition qui sont censés justement peut-être servir de pont ou aider à faciliter justement ce changement de mentalité? Moi, je pense qu'ils sont favorables, moi, personnellement. Quand moi, je suis allée rencontrer... Vous les avez rencontrés? Oui, je suis allée rencontrer les rois et chefs traditionnels, surtout quand j'ai écrit mon livre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Mais ils étaient nombreux à me recevoir. Et ils m'ont dit, Madame la ministre, comme vous-même vous êtes là aujourd'hui, dites-nous exactement ce que c'est que les gens ont envie de comprendre. Je leur ai expliqué et ils étaient partants. Et je pense qu'on va travailler ensemble. Aujourd'hui, avec le rapport de l'OCDE, c'est la présidence qui a travaillé avec l'OCDE et on a sorti ce rapport qui donne les normes, les stéréotypes, les perceptions, la vision même. Dans chaque région, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes normes dans chaque région. On va travailler encore avec les chefs, ils vont savoir et ils vont nous accompagner. Alors, il y a aussi le volet économique, car notons que ce programme se propose également de travailler au changement de la condition financière de la femme et cela passe par l'augmentation, bien sûr, de son pouvoir d'achat et également à faire de ces femmes-là des forces de proposition. En quoi a consisté votre action dans ce sens? Au niveau économique, nous avons mené plusieurs actions. D'abord, des actions pour permettre aux jeunes filles, surtout, de pouvoir avoir des emplois. Comment est-ce qu'on fait un CV? Comment on se présente quand on a des entretiens d'embauche? Et tout ça, c'était fait par des spécialistes. Je donne des exemples. Allez-y. Au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on a aussi formé des femmes qui ont créé leur propre entreprise. Il y a des femmes qui ont écrit, il y a au moins une quinzaine de femmes qui sont devenues, d'après elles-mêmes, grâce au compédium, des auteurs ou des autrices. Bon, voilà. Elles ont commencé à écrire. Vous voyez, chacune découvre sa vocation. Et au niveau économique, j'ai un exemple que j'aime bien donner. Cette femme-là, il y a une semaine, m'appelait pour me dire, Madame la ministre, je vais témoigner. Je lui ai dit, vous voulez témoigner de quoi? Elle dit non, j'étais chez moi, j'étais au chômage. On m'a appelé pour un entretien d'embauche et on m'a embauché. Ça fait 4 ans, j'ai déjà eu 2 promotions. Et j'ai demandé à mes responsables, où vous avez eu mon CV en fait? Ils nous ont dit c'est le compédium qui a envoyé le CV. Mais on a envoyé le CV à qui? À des femmes du compédium, une femme qui s'appelle Victoire, qui a demandé le profil. Quand on a regardé dans notre base de données, on a trouvé plus de 100. Mais elle avait besoin de 5. Donc, on a envoyé 5 femmes, dont le nom de cette dame-là. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue, sauf au 10e anniversaire où elle est venue témoigner. Donc, c'est ça le compédium. L'entrepreneuriat aussi, je vous ai dit, chacune, il y en a qui se sont lancées, par exemple, dans l'énergie solaire. Et ces femmes-là, elles ont eu leur plus gros marché quand on les a rendues visibles. Elles disent que pour elles, le compédium, c'est une banque. Il y a aussi des femmes qui ont eu leur nom à l'UNESCO, leurs photos, leurs images collées, parce qu'elles étaient meilleures dans l'éthique
Elles sont demandées comment elles sont arrivées là-bas. C'est encore le concours. Et justement, ces formations vous ont également permis de glaner des lauriers sur le plan national et international. Selon les informations dont nous disposons, il reste tout de même beaucoup à faire dans certains domaines. Oui, il reste beaucoup à faire. Je voulais dire aussi qu'au plan économique, on a fait quelque chose de très important. Les 3 structures, les meilleures structures ici d'embauche, on a fait des partenariats avec des structures qui embauchent des femmes, même qu'elles ne sont pas au compédium. Mais on va en faire plus. Donc, en parlant des lauréats, moi je pense que c'est une des grandes réussites, des lauriers qu'on a eu, pardon. C'est une des grandes réussites du compédium. Je vais vous les citer quelques-uns. D'abord, quand en 2016, on a créé le compédium en 2011 sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la directive exécutive de ONIFEM au niveau mondial, quand elle est venue en Côte d'Ivoire, quand on lui a présenté le compédium, vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, je vais dire en français directement, le compédium est un excellent programme, il faut le protéger et le partager au reste du monde. Alors, après, en 2018, le programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de la coopération sud-sud à Addis Abeba, ils nous ont fait meilleur programme africain. Et justement, ce compendium la rencontre l'adhésion de plusieurs organismes internationaux. Suivons ensemble cet élément de Patricia Mouetia qui devrait nous renseigner là-dessus. Programme de valorisation des femmes, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, initié par le président de la République, célèbre ses acquis après 10 ans d'existence. Élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, aujourd'hui, le COCOFSI, c'est 1500 femmes impactées par le programme. J'ai un niveau CP2, je me suis présentée, j'ai eu le CP. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la politique. Aujourd'hui, grâce au compédium, je peux parler devant 1000 personnes, je n'ai pas honte. Le compédium m'a apporté beaucoup dans ma vie et ça m'a permis vraiment d'être une femme épanouie et de former aussi mes soeurs au niveau de tout le peuple. Piloté par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le COCOFSI regroupe à ce jour plus de 15 000 femmes. Selon Euphrasie Yao-Kwasi, c'est le résultat de la volonté du président de la République de promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Pour la représentante du chef de l'État, cet outil permet de sortir de l'ombre toutes les femmes talentueuses qui n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, profiter de cette tribune pour saluer toutes celles et tous ceux qui mènent des actions en faveur du leadership et du développement personnel des femmes et des jeunes filles pour les mettre en lumière et les booster. Avec le thème « Valorisation des compétences féminines », quel impact pour la transformation de l'Afrique ? Alors on a pu voir dans cet élément de notre portée Patricia Mou ces exemples dont vous nous parliez à l'instant, qui en ont témoigné, on a pu les découvrir en images. Comment est-ce qu'on accède au compendium? C'est simple, c'est gratuit. Il faut simplement aller en ligne. On a un site, www.compétences avec S, féminine avec S.gouv comme gouvernement.ci. Et ou bien on fait le 3xW, toujours compétences avec S, féminine avec S.org. Et on accède directement à notre base de données. C'est-à-dire qu'on va vous demander vos données personnelles, votre profession. Vous identifiez de façon générale. Vous identifiez votre CV, vos photos, parce qu'on sort aussi des annuaires physiques. C'est cela. Alors, après 10 ans, dites-nous, quels sont pour vous les défis qu'il faut absolument relever pour ce qui concerne le compendium? Moi, je me dis qu'après 10 ans, on a fait le tour du monde. On dit qu'on est programme unique dans son genre et dans le monde. Il y a plusieurs pays qui demandent à ce qu'on les accompagne. Par exemple, le COCOF Guy, la Guinée, le COCOF Co, le Congo, le COCOF Mayotte même. Vous voyez? Donc, ce qu'on veut faire, on veut étendre le compédium à tous ces pays. Et en termes de perspective? On veut aujourd'hui que les femmes rurales avec lesquelles nous avons travaillé dans la région du Béquet, on a identifié 502, qu'on touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire, qu'on ait suffisamment de ressources pour que les chiffres de la Côte d'Ivoire changent. Souvent, on nous dit que la Côte d'Ivoire est 43e sur 52 pays en Afrique et 157e, mais parce qu'il y a des indicateurs auxquels on n'a pas encore touché. Mais avec son excellent Monsieur le Président de la République, avec le Premier ministre, la ministre de la Femme, on va travailler là-dessus. Il faut que ça change.
Effectivement, et ce message a bien été entendu. Rapidement, en termes de perspective, on est rentré, on en a parlé à l'instant, il faut que les choses changent et nous pensons bien sûr que ce message a été véritablement entendu. Alors, juste avant donc de rendre l'antenne, rappelons que le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, est à Accra, au Ghana, où il prend part ce dimanche 3 juillet au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Et justement, c'est sur ces mots et sur les projections que nous venons donc de faire avec notre invitée, Madame Euphrasie Yao, que s'achève cet entretien avec elle. Nous avons parlé des 10 ans du COCOFSI et des défis et des perspectives à relever par cette fêtière. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.